Entretien des Patriotes, bonjour à tous. Emmanuel Macron vient-il de lancer la mise en place de la grande réinitialisation de Klaus Schwab? Avant de répondre à cette question et de traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit, c'est la routine sur cette chaîne, tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Fisnard et Soad. Merci à eux du fond du cœur et je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien. On a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin de ces petits pouces levés pour faire bouger les algorithmes, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. La réinformation, c'est le combat de tous. Nous allons revenir sur une information que j'ai traitée, puisque véritablement elle prend de l'ampleur. Vous vous souvenez de ce tweet pourtant assez, j'ai envie de dire, banal de Philippe de Villiers. La nomination de Gabriel Attal pour remplacer Pape Ndiaye et la catastrophe de l'été. C'est le passage du woke au LGBT. Attal est un militant, un membre éminent du groupe Bilderberg, partisan de la rééducation nationale. Macron a rendu son devoir de vacances, changer de société. Je ne vais pas revenir sur l'analyse du tweet de Philippe de Villiers, c'était l'objet de ma précédente vidéo. Non, on va revenir sur le phénomène médiatique. Toute la classe politique, de la France insoumise jusqu'au Rassemblement national, les LAREM, les MoDem, les LR, ont qualifié le tweet de Philippe de Villiers d'homophobe. Alors, pour le qualifier d'homophobe, il faut utiliser un syllogisme, puisqu'on ne voit pas d'homophobie dans le tweet de Philippe de Villiers. Tous les gays sont LGBT, si vous critiquez la LGBT, vous êtes donc homophobe. Est-ce que c'est la réalité? Ça sera l'objet de cette vidéo dans une certaine mesure. Et là, j'ai l'impression qu'on a basculé dans quelque chose d'extrêmement grave. C'est ce qu'on appelle le fascisme, oui. Lorsque j'ai été étudiant en histoire, une des premières explications de la notion de fascisme, c'est quand un groupuscule, une minorité, impose son idéologie par la force sur les masses. Et pour donc cette force, cela consiste à utiliser la terreur, la violence, le harcèlement. Ah, vous venez de comprendre, il s'agit bien des méthodes de la LGBT ultra minoritaires, j'ai presque envie de dire sectaires. Ils utilisent la violence pour imposer leurs idées dans le débat public. Et puis, il y a aussi autre chose dans le fascisme. Cela me permettra de faire une petite liaison avec celui qui nous gouverne. Dans le fascisme, il y a le culte du chef, il y a l'encadrement de la population. Aujourd'hui, ce sont les médias qui ont la charge de cette action. Le haut centralisme de l'État, le Parlement n'a plus qu'un rôle mineur, c'est la volonté du chef de l'État, l'embrigadement des masses, toujours par l'encadrement de la population, et la propagande. Aujourd'hui, on ne dit plus fasciste, on dit activiste. Pensez par exemple cette Laurence Rossignol, elle a été ministre, est-ce qu'elle a déjà eu affaire à l'LGBT? Souvenons-nous. PMA, des militants LGBT aspergent Laurence Rossignol de faux sperme. Dans une démocratie, il doit y avoir un débat, il peut y avoir aussi des référendums, on questionne la population. Et bien dans le monde de la LGBT, pas du tout, ce sont des activistes qui imposent le débat par la violence. Et cette Laurence Rossignol vient aujourd'hui, dans un syndrome de Stockholm, défendre les gens qui l'ont agressée. Vous imaginez une femme sur laquelle on balance du faux sperme et qui vient ensuite après défendre les activistes qui l'ont agressé? Il y a quelque chose d'assez étonnant. Et l'ensemble de la classe politique, terrorisée par ces groupuscules financés par des milliardaires de Davos, tremble de peur. On attaque leur petit chouchou Attal, ils se mettent tous au garde à vous pour le défendre. Mais de quoi s'agit-il réellement? Pourquoi la LGBT a-t-elle quelque chose à voir avec l'éducation nationale? C'est ce que dit Philippe de Villiers. Regardons cet article. Lettre de soutien aux médecins poursuivis par l'association Outrance. De quoi s'agit-il? Lisons l'article du Figaro. Plusieurs médecins sont poursuivis par l'association Outrance devant le conseil départemental de l'ordre pour de prétendus manquements à la déontologie. Manquement à la déontologie? Vous sentez déjà la formulation outrancière et vous avez l'habitude de la lecture des médias, vous savez que c'est une inversion accusatoire. C'est parce que justement ces médecins ont de la déontologie, parce qu'ils ont une conscience, qu'ils ont alerté sur l'entrisme de ces associations LGBT. La suite va nous le prouver. Il aurait notamment reproché d'avoir alerté le ministre de la Santé dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro le 16 février
sur un article du site internet de la CAF. Alors, je vais être obligé de faire une petite parenthèse. Toutes nos institutions sont gangrénées par l'activisme LGBT. J'en donnerai une explication dans quelques temps. Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner? Et d'avoir rappelé à la prudence concernant les transitions de genre pour les mineurs compte tenu de la vulnérabilité, notamment psychologique, de l'enfant et de l'adolescent. Près de 700 de leurs confrères signent cette lettre ouverte pour les soutenir. Cet article illustre parfaitement donc leur méthode et j'avais à ma disposition des centaines de faits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une émission avec Marie-Estelle Dupont qui expliquait que justement les adolescents étaient fragiles et qu'ils étaient la cible privilégiée des sectes. Tiens, des sectes, parce que les LGBT ne veulent-ils pas convertir nos adolescents et nos jeunes à leur dérive sectaire? Bonne question. Et puis, ils bénéficient de la complicité des hommes politiques. Philippe de Villiers a ciblé Gabriel Attal et son conjoint. Séjourné, souvenons-nous, homophobie d'État. La peur doit changer de camp en Europe. De quoi s'agit-il? Alors l'homophobie évidemment est un crime, ça je ne reviens pas là-dessus, mais la peur doit changer de camp en Europe. Il vise la Pologne. Et quel est le crime des Polonais? De vouloir préserver leurs enfants de l'activisme de la LGBT. Alors comme 90% des gens sont d'accord avec les Polonais, ils n'ont pas hésité à fabriquer des médias mensonges. Ils ont fait croire que les Polonais persécutaient les militants LGBT. Et qui sont venus soutenir ce fameux bobard? Ursula von der Leyen et Biden, bien évidemment. Vous avez compris, les LGBT, en tout cas l'activisme LGBT, est dans le calendrier de Davos. Le bobard est arrivé au sommet en septembre à l'occasion du discours sur l'état de l'Union de la présidente de la Commission européenne, Ursula Leyen. Dans son discours, celle-ci a en effet qualifié ces zones sans LGBT+, de zones sans humanité, qui n'ont pas leur place dans l'Union européenne, ce qui nous a valu des titres de presse comme celui de l'Obs, zone sans LGBT+, en Pologne. Pustula tape du poing sur la table. Après la présidente de la Commission, le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Joe Biden, lui aussi, reprend à son compte le bobard des zones sans LGBT+, en Pologne. Laissez-moi être clair, les droits des personnes LGBT sont des droits humains. D'amalgame en amalgame, de propagande en propagande, de mensonge en mensonge, tout cela finit par prendre une énorme mayonnaise. Et sous la plume de la France Insoumise, on peut lire ce genre de choses, que les leaders patriotes sont homophobes. Vous avez les mêmes éléments dans la presse aux ordres, sur BFM, dans le Nouvel Obs, dans LCU. Les leaders patriotes homophobes, qui dirige les Patriotes? Ce n'est pas Florian Philippot. Florian Philippot serait-il homophobe? Julien Audoul du Rassemblement National est-il homophobe? Est-ce qu'il y aurait des homophobes à l'UPR, à Reconquête? J'aimerais quand même qu'ils arrivent à justifier ce genre de choses. Vous me direz, je l'ai lu dans la presse, en effet, les patriotes de Florian Philippot, et Florian Philippot lui-même est homophobe. Il n'hésite pas à écrire des choses qui sont littéralement insensé. Car il y a bien des partis qui protègent tous les citoyens, quelle que soit leur sexualité. Nous, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans les culottes. On les protège et on respecte la dignité de chacun. Et c'est ce qui fait que les partis patriotes sont certainement soutenus par la plus grande majorité d'homosexuels en France. Ils savent très bien que si nous sommes au pouvoir, nous les protégeons. Parce qu'il y a quand même une ironie. Ces gens qui se disent on est là pour les droits LGBT, homosexuels et compagnie, quels sont leurs votes? Stéphane Séjourné au Parlement européen, il vote toutes les lois de la submersion migratoire, il vote au soutien de tous les groupes les plus fanatiques religieux. Et parfois l'actualité est extrêmement ironique. Olivier Schiappa, qui est une figure transgenre, LGBTQ+, et son compagnon victime d'une agression homophobe dans le métro. Les voyous, remarquez bien qu'on ne nous dit pas leur origine, auraient tenté de les jeter sur les voies. Voilà, l'objectif des patriotes, c'est de faire en sorte que la France redevienne ce qu'elle était avant, un pays de tranquillité où chacun
puissent vivre sereinement. Et ce n'est pas en nommant Gabriel Attal, le compagnon de Stéphane Séjourné, que les choses vont changer. Comme le dit d'ailleurs Philippe Béchade, l'odeur d'une secte, la couleur d'une secte, le fonctionnement d'une secte, prérequis d'un ministre de l'Éducation. Ne jamais avoir mis le pied dans l'enseignement public, il sort de l'école alsacienne. Ne jamais avoir eu d'enfant, ne jamais avoir affronté le suffrage universel, ne jamais avoir enseigné. Cette capacité à nous vendre Attal comme on nous a vendu Macron est tout simplement sidérante. Sidérante ? Vous avez les lobbies à l'appui, nous connaissons leurs méthodes extrêmement violentes, ils ont un agenda. Nous allons maintenant continuer notre fil directeur sur le fascisme, sur la propagande. Vous allez avoir une image extrêmement fasciste. Vous êtes prêts ? Attention, la météo du jour. Regardez cette canicule absolument épouvantable qui frappe la France. Il fait 20 degrés dans le nord, 26 chez moi en Bourgogne, et puis dans le sud, il fait un peu plus chaud. Remarquez que je connais bien la Provence, ce sont des températures de saison. Et là, il faut reconnaître que la nature joue un sale tour de cochon aux escrologistes et à Emmanuel Macron. Il nous l'avait annoncé, canicule, sécheresse, nous allions tous mourir. Alors, elle n'est pas ni à Brest, ni à Lille, ni dans le centre. Elle est, cette canicule, essentiellement dans les journaux. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal, vous ne pouvez pas écouter BFM, vous ne pouvez pas même ouvrir votre ordinateur. Moi, j'ai une sélection d'articles qui m'a été imposée. C'est ça qui est assez étonnant. Sans avoir des articles de ce type, comment lutter contre la canicule, la souffrance occasionnée par la canicule. Mais elle n'est pas là. C'est quand même assez étrange. Alors, comme tous les réseaux sociaux sont en train de rire de cette propagande et de ce narratif, ils ont dégainé leur arme fatale. C'est que vous n'avez pas conscience de cette canicule. Vous avez un sentiment de fraîcheur, mais la réalité, il fait très chaud. Sentiment de fraîcheur. Il nous avait fait à peu près le coup avec le sentiment d'insécurité. Mais voilà, il fallait absolument préparer le discours d'Emmanuel Macron sur la canicule, sur la sécheresse. Je vous épargne le discours du président de la République, mais s'il y a quelques-uns qui veulent l'écouter, il est dans ma description. Alors, avant de le décrypter, regardez l'objet qu'Emmanuel Macron semble toucher de la main, mais on dirait une horloge. Horloge, horloge, tic-tac, le maître des horloges. Oh! On remonte un petit peu le temps. C'est la campagne électorale, la presse aux ordres, titre glorieusement Macron Jupiter. 6 ans après, la France n'a jamais été aussi ingouvernable. Une véritable publicité mensongère. Alors, quand il ne titrait pas Jupiter, il nous expliquait qu'Emmanuel Macron était le Mozart de la finance. La France est quasi en faillite. Et le maître des horloges, Emmanuel Macron a besoin de mettre une petite horloge sur son pupitre pour faire croire qu'il est souverain dans une certaine mesure. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son discours. Il dit « la France va être souveraine, indépendante ». Bon, quand on connaît Emmanuel Macron, on sait que c'est exactement l'inverse. Parce que lorsqu'on écoute son discours, on a l'impression de relire non pas l'agenda, le plan d'Emmanuel Macron, mais celui de ce personnage de droite, Klaus Schwab. Le véritable maître des horloges, c'est Klaus Schwab. Emmanuel Macron n'est qu'un simple exécutant. On ne se laisse pas abuser par la petite horloge. Emmanuel Macron annonce son 3e pilier et la stupéfaction, c'est le projet du gourou de Davos. Il nous annonce cette fameuse transition économique qui va passer par la planification écologique. Oui, le projet décrit par Klaus Schwab dans la grande réinitialisation. Pire, il adopte les mots, le constat de Schwab. Pourquoi il ne faut pas faire cette transition économique ? Parce qu'il faut changer de modèle. Il faut lutter contre les conséquences du productif mondial qui ont déréglé la planète. Les premiers chapitres de Klaus Schwab. Alors, comment vont-ils faire ? Vous avez quelques éléments, le plan eau, le plan sécheresse. Pourquoi vous terrorisent-ils donc avec la canicule ? Parce qu'ils veulent mettre en place cette planification écologique. Et Emmanuel Macron ose tout. Oui, il se vante que les Français ont adoré sa sobriété énergétique.
Emmanuel Macron oublie un tout petit détail, c'est que 75% des Français jugent négativement sa politique et je laisse de côté ceux qui le détestent profondément. Alors pourquoi un plan eau? Pourquoi un plan sécheresse? Pourquoi la sobriété énergétique? Pourquoi une augmentation de plus de 76% de votre facture d'électricité? Pourquoi cette planification écologique? Quel est le but dans tout cela? Eh bien, c'est l'équilibre du bilan carbone de la France à l'horizon 2050. Et là, les bras nous en tombent. Emmanuel Macron et Klaus Schwab et tous les dirigeants européens, Ursula von der Leyen, ont signé des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud, plus tous les autres traités de libre-échange. L'agneau néo-zélandais va avoir un bilan carbone phénoménal. La première cause de pollution, c'est le trafic maritime. Le bœuf sud-américain va avoir un bilan carbone phénoménal. Qui va payer? Les Français. Nous allons nous serrer la ceinture pour que ces gens s'enrichissent avec le libre-échange. Et ils nous expliquent qu'il faut lutter contre les conséquences du productif mondial qui a déréglé la planète. Ce ne sont même plus des hypocrites, ce sont autre chose. Je vous laisse choisir le terme. Alors, les nouvelles, évidemment, sont un peu sombres, puisque lorsque les citoyens européens auront décidé de manifester leur mécontentement, Thierry Breton, vous savez, fera en sorte de censurer les réseaux sociaux le 25 août. Nouvelles sombres, certainement, mais nous avons des motifs d'espoir, et notamment aux États-Unis. Le président républicain du comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis, donc James Comer, affirme « Nous avons la preuve que la famille Biden blanchissait de l'argent ». Et ils évoquent dorénavant sa destitution. Joe Biden, lorsqu'il était vice-président des États-Unis, a utilisé donc cette fonction pour s'enrichir illégalement. Mais il n'y a pas que le président de la République des États-Unis qui est dans le viseur, il y a également son monsieur santé, en tout cas son ex-monsieur santé, Anthony Fauci. Vous en souvenez, on en avait parlé au mois de janvier, il avait menti sous serment. Eh bien voilà, il est mis en accusation. Et il n'y a pas qu'Anthony Fauci. Il y a également Mark Zuckerberg. Il n'a pas respecté l'amendement numéro 1 qui garantit la liberté d'expression aux citoyens américains. Il a censuré avec Facebook des gens qui disaient la vérité. Et il n'a pas respecté non plus les membres du Congrès. Que de bonnes nouvelles outre-Atlantique. Et puis, sur le front de l'Est, entre la Russie et l'Ukraine, il y a aussi des motifs d'espoir. Vladimir Poutine a donné une interview sur la crise céréalière. L'Occident a pillé les peuples, les a poussés dans l'abîme des guerres, de la faim et de la pauvreté. Il ment au monde entier. L'Occident a outrageusement profité de l'accord sur les céréales, a-t-il asséné, dénonçant le détournement des céréales ukrainiennes. L'Occident est en train de se faire détester par une grande partie des pays africains et des pays d'Asie. Le président russe a affirmé qu'il aiderait le plus possible les pays africains qui auraient besoin de ces céréales. Il ne faut pas oublier que les Occidentaux ont détourné cet accord, non seulement pour s'enrichir, mais aussi pour aider militairement l'Ukraine. C'est ce qu'on peut lire dans la presse internationale. L'accord céréalier signé en 2022 sous l'égide de la Turquie et de l'ONU a cessé de fonctionner le 18 juillet. Outre le non-respect de la partie des accords la concernant, la Russie a régulièrement accusé l'Ukraine d'utiliser le corridor humanitaire destiné aux cargos à des fins militaires, notamment pour acheminer des armes ainsi que lancer des attaques en Crimée, ce qui est d'ailleurs corroboré par la presse américaine. Le mémorandum Russie-ONU, jusqu'à présent non appliqué, prévoyait notamment la levée des sanctions visant les exportations russes d'aliments et d'engrais, la reconnexion au système SWIFT de la banque russe d'investissement agricole Roselcosbank, la reprise des approvisionnements en machines agricoles et pièces détachées, ainsi que la restauration du pipeline d'ammoniac Tolyatti-Odessa. Le 20 mars, le président russe avait annoncé l'engagement de Moscou à livrer des céréales aux pays africains dans le besoin si l'accord sur les exportations ukrainiennes n'était pas reconduit. Voilà la situation dans laquelle se trouve le monde, parce que nous avons une famille Biden, parce que nous avons des Occidentaux qui ont décidé d'aider l'Ukraine jusqu'au bout. Et sur le front ukrainien, que se passe-t-il? Eh bien, si on en croit CNN,
et CNBC, ça ne se passe pas très bien. La fenêtre d'opportunité se fermera bientôt. Il parle de la contre-offensive, les troupes ukrainiennes progressant à peine. Le rythme de la contre-offensive ukrainienne a déçu de nombreux observateurs militaires occidentaux, note CBS News, lesquels craignent une fin d'année difficile. Euphémisme qui signifie déroute ou effondrement. J'en veux une preuve certaine. Le service de propagande de Kiev a annoncé l'effondrement de la Russie. Vous le savez, pour cacher leur turpitude, ils accusent toujours leurs adversaires de ce qu'ils vivent. Ils craignent en effet un effondrement, qui est annoncé, comme je vous l'ai dit, par la presse étrangère. Hervé Carès nous en donne un signe. Le village de Zora-Alevka, dans la région de Belgorod, a été bombardé avec des obus à sous-munitions. Donc ils ont bien bombardé des populations civiles. Contrairement aux engagements pris, quel est l'intérêt militaire? L'utilisation d'armes à sous-munitions est probablement un signe d'épuisement imminent des munitions de 155 mm. Ce que je vous avais annoncé il y a une dizaine de jours. Si vous voulez retrouver les analyses d'Hervé Carès, vous pouvez regarder Vue du droit, l'émission de Régis de Castelnau. Vous avez le lien dans la description. Et Xavier, vous le connaissez, nous en parlons souvent en fin de semaine, vient de livrer un dernier numéro où il nous montre que, peut-être, c'est à prendre évidemment avec des guillemets, l'armée russe passe à l'offensive et il y a déjà des gains de territoire. Si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux et je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt.